ici dans la coutellerie du Bourdon, donc ma forge, la forge de M. Thurberg à Malleray, dans le Jura bernois. Si on discute de couteaux, on peut aller en France et on voit que dans chaque région de la France, il y a des couteaux de type régionaux. Et moi je me suis dit, en Suisse, pourquoi est-ce que nous, dans nos régions, on n'arrive pas à avoir des couteaux régionaux comme en France? Je pense que dans le temps, ça existait, des couteaux pliants, des couteaux anciens montés avec des cornes. Sur ça, je me suis un petit peu approché de la culture des Jurassiens. On s'aperçoit tout de suite qu'effectivement, il y a 3 régions dans le Jura et 3 caractères de gens qui sont vraiment différents. De ces 3 régions, on peut s'imaginer, on peut se demander, si on devait faire des couteaux pour ces gens, quelle forme aurait leur couteau? Comment serait leur couteau? Moi, le couteau que j'aimerais faire, c'est plutôt un couteau indomptable. C'est un couteau qu'on devrait pouvoir utiliser un peu pour tout, pour la chasse, pour manger, mais qui est quand même son identité. Alors, la fabrication d'un couteau, ça commence déjà par une idée, et puis ça continue par un dessin, puisque finalement, il faut bien qu'on puisse prendre la grandeur, il faut qu'on puisse prendre la largeur de sa lame, il faut qu'on puisse voir un petit peu quelle forme on veut donner à la lame. Fabriquer un couteau issu d'une région, issu d'un terroir, moi j'avais à ma disposition 2 choses. Le caractère des gens, le caractère typé des Rourac, des indomptables, et puis une deuxième chose, peut-être importante, la crosse de l'écusson jurassien, puisqu'elle ressemble un petit peu à la crosse paloise, même si elle est à l'envers. Donc j'avais ces 2 choses-là pour fabriquer mon couteau, fabriquer ce fameux couteau des Rourac. Pour la fabrication d'un couteau, c'est important d'avoir un modèle en bois qui soit la copie conforme de ce qu'on veut faire en acier par la suite. Ce modèle en bois, il faudra l'affiner maintenant, il faudra le poncer, le polir correctement comme il faut pour avoir la forme exacte, la forme finale de ce qu'on veut faire en acier. Voilà. Alors on va sélectionner 2 types d'acier différents pour fabriquer le bloc de Damas et l'identification va se faire par un test des étincelles sur la meule. On va avoir sur un acier au carbone beaucoup plus d'étincelles que sur un acier qui contient moins de carbone. Donc c'est ce qui va permettre de définir quel acier sera imbriqué dans le bloc au milieu. Fer, acier au carbone. On nettoie bien les plaques par meulage et ensuite on les dégraisse pour avoir une surface qui est propre, exempt de rouille et de graisse. Ça va permettre d'avoir une très bonne adhésion dans le feu. Pour la lame, j'ai choisi une technique de l'acier damascène, donc on va souder au feu un bloc d'acier superposé avec des lames de fer et des couches d'acier. Ça va nous donner un bloc parfaitement homogène. Et de ce bloc, on va sortir une lame avec un veinage qui sera assez tourmenté, qui ressemblera un petit peu au caractère des gens, au caractère des gens. Le manche, je pense qu'on va utiliser une essence suisse, donc on va prendre du noyer et puis on va garder ça avec des huiles en époque. Une lame en acier Damas. Il nous faut utiliser 2 sortes d'acier. Un acier qui sera riche en carbone et puis un acier qui est moins riche en carbone, on veut dire du fer. L'idée, c'est de mélanger, souder au feu ces 2 aciers en couches successives, par plusieurs couches, pour obtenir une lame qui a une caractéristique bien spéciale. Ça veut dire qu'elle sera, par rapport à l'acier, très résistante, très tranchante, et puis par rapport au fer, elle sera plutôt élastique. Donc en mélangeant ces 2 aciers en couches superposées, on aura une lame extraordinaire. Alors on va allumer la forge. Pour réaliser ce travail, on va faire ça comme dans le temps, donc on va utiliser un briquet en acier et puis l'amadou, de la massette avec un morceau de silex.
feu qu'on va chauffer à 1500 degrés, eh ben, il s'oxyde en surface, il s'oxyde à l'intérieur, et puis ça va créer une couche de calamine, un oxyde de fer qui est après quasiment infusible. Alors ce mélange, c'est bien clair que ça va nous gêner beaucoup dans la liaison des couches. Pour cette raison, on rajoute du borax, ça va nous permettre de fluidifier un petit peu cette calamine. Pour éviter que l'acier et le fer brûlent la surface due à l'oxygène de la soufflerie, on va le protéger par du sable de quartz qu'on va lancer dessus avant la fusion. Les flammes viennent orange, hein. C'est le décapant maintenant qui fond. Hein. Maintenant je vais attaquer la fusion. Quand on dit acier damassé, il faut faire la part des choses entre l'acier qui est en couche superposée, entre fer-acier et fer-acier, et l'acier damasquiné, qui vient de Damas. C'est absolument pas la même chose. La damasquine, c'est une incrustation de fils d'or, de fils d'argent, dans une masse en fer en cuivre, pour faire des volutes, pour faire des décorations. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'acier Damas. Tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui de l'acier Damas, mais à l'époque, les gens ne savaient pas comment c'était fabriqué. Alors, quand on voyait un acier avec un veinage noir en surface ou un veinage blanc, on pensait que les gens avaient fait des incrustations à l'intérieur et on disait que c'était un acier damasquiné. Donc on ne veut pas voler la vedette à Damas, il faut leur laisser cette part des choses. Je fais 3 blocs de 6, les uns sur les autres. Et puis je vais recommencer exactement la même opération. Donc 11, puisqu'il y a 3 morceaux, ça fera 33 couches. À 900 degrés, là, je vais monter à 1000. Ah, ça s'emblie, hein. Et tu vois ici, c'est pas soudé. Non, c'est pas soudé. Donc ça part. On va remettre un petit peu de borax entre les deux couches pour obtenir un nouveau décapage. Ça va nous permettre pour la prochaine chauffe d'avoir une soudure parfaite. On refait 3 blocs d'environ 6 cm qu'on va superposer les uns sur les autres, ce qui va nous donner au final 99 couches.
30 secondes de trop, c'est brûlé. Et si c'est brûlé, c'est foutu. On va passer à l'émoulage. Ça nous permet de dégrossir la surface de la lame pour la blanchir. De cette manière, on aura une vision déjà de voir s'il y a des défauts dans la surface, tels que fissures. Et puis ensuite, ça va nous permettre de pouvoir tremper correctement la lame sans avoir d'oxydation en surface. Tremper la lame, je vais la chauffer au rouge cerise, c'est-à-dire à peu près 800 degrés, et ensuite je vais l'immerger dans un bassin d'huile. Je choisis l'huile parce que c'est une trempe qui est un petit peu moins violente pour l'acier. Pour tremper la lame, on va faire une immersion partielle dans l'huile, c'est-à-dire qu'on va tremper que le tranchant de la lame. Ça va me permettre de conserver un peu de chaleur sur le dos de la lame, ce qui va me permettre d'avoir un revenu successif directement
sur le tranchant, sur la partie qui a été tranchée, qui est donc très dure. Le revenu que je contrôle grâce à l'information voulue d'une couche d'oxyde de couleur bleutée, c'est une température qui est à peu près 300 degrés, qui va apparaître sur la lame. Ça va améliorer encore les propriétés, principalement la résistance à la rupture, rendant la lame plus élastique. On va réaliser le manche en bois de noyer qui sera fixé par des rivets en laiton. Voilà, maintenant on y va avec l'acide, c'est maintenant le moment magique. L'eau additionnée d'acide sulfurique va relever uniquement les couches d'acier au carbone. Ainsi vont apparaître des veinures uniques. Elles vont conférer à ce couteau son caractère exceptionnel et en faire une pièce unique. On va donner aux manches une forme un petit peu ergonomique. Donc devant ici, on va enlever un petit peu de matière pour qu'on puisse vraiment bien appuyer le pouce. Sur le milieu du couteau, on va laisser une boule un petit peu plus épaisse parce que les doigts sont aussi plus longs. Et puis à l'arrière, comme le doigt est plus petit, ben on va faire le couteau aussi plus mince. Et comme ça, on aura vraiment tous les doigts qui servent vraiment bien le manche.
Alors, qu'est-ce qu'on met? 17 ou 20? Ce petit outil va nous permettre d'obtenir la partie coupante de la lame pour un angle de coupe de 20 degrés des deux côtés. On va utiliser en premier une pierre avec une surface plus abrasive pour bien marquer l'angle de coupe. Puis ensuite, on va utiliser une pierre plus fine pour donner le tranchant final, donc le polyglace. Ok, je vais changer de pierre.